Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, je vais vous parler du produit entre la qualité et l'over-engineering. Donc, généralement, lorsqu'on commence à créer un nouveau produit ou à développer un nouveau logiciel, on cherche généralement d'avoir un produit final de qualité, c'est le cas normal. Sauf que parfois, pendant cette quête de qualité, on risque de tomber dans le piège de l'over-engineering et on finit par avoir un produit très sophistiqué et peu performant à force de trop en faire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes raisons de l'over-engineering et à la fin de la présentation, je vais vous donner quelques tips pour éviter ce piège. Donc, je m'appelle JN Mejri, je suis Chapter Lead iOS chez Beforbank et je fais partie de la communauté des organisateurs de GDG Paris. Donc, pour commencer, est-ce que vous avez déjà eu un produit qui était très compliqué à utiliser à cause de l'over-engineering? Déjà, un produit, ça peut être un logiciel, une application, un clavier, une souris, ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce que vous avez des exemples en tête? Oui. Oui, par exemple. Donc, je vais vous donner un exemple très simple dans le domaine de l'industrie automobile. Donc, prenons l'exemple d'une voiture. Une voiture, elle est définie par quoi? Elle est définie, en fait, elle a un moteur qui est lié à 4 roues. Elle a un volant et des sièges, elle a des fenêtres qui sont nécessaires pour les conducteurs, elle a des portes qui permettent aux passagers d'entrer et de sortir, et elle a des pédales qui permettent d'accélérer et de freiner. Donc, peu importe le modèle, l'année de fabrication, les composants de base d'une voiture, ils sont toujours les mêmes. Donc, certainement, pourquoi en fait? Parce que tout simplement, le rôle principal d'une voiture, c'est de ramener un passager d'un point A vers une destination B de la manière la plus sécurisée et la plus simple possible. Donc, certainement, aujourd'hui, on a des voitures hybrides, électriques, des voitures équipées par des ordinateurs de bord qui nous permettent de rester en communication, que ce soit en GPS, satellite, radio, etc. Sauf que les fonctionnalités de base, les composants de base d'une voiture, ils étaient déjà là depuis les toutes premières générations, depuis même son invention. Et maintenant, si on avait une voiture avec des ailes, exactement comme un avion, cela pourrait nous éviter de percuter d'autres voitures ou de finir dans une falaise. Et surtout, cela nous permettrait en fait de rester ou d'augmenter nos chances de rester en sécurité. Donc cette idée elle était tellement attractive que le modèle Convercar a vu le jour en 1947 en Californie. Ce n'est pas du Photoshop. Hein. Pareil, pourquoi aujourd'hui on a exactement 4 roues par voiture? Pourquoi ne pas avoir plus? Le jour où un pneu éclaterait, on aura d'autres pneus qui vont nous permettre d'avancer jusqu'à la prochaine station de service, par exemple. Pareil pour les moteurs. Pourquoi on a un moteur par voiture? Pourquoi ne pas avoir 2 ou 3? Comme ça, le jour où le moteur tombe en panne, on aura d'autres moteurs qui vont nous permettre d'arriver à notre destination sans problème. Donc, tous ces deux modèles-là, en fait, ils sont plus commercialisés sur le marché aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne valent ni le coût, ni l'effort supplémentaire nécessaire pour les mettre en place dans une voiture. Je reprends l'exemple des roues. En fait, aujourd'hui, on a exactement 4 roues par voiture parce que 4, c'est le nombre optimal qui va permettre à une voiture d'avancer d'un point A vers un point B. En ayant moins, on risque de perdre la stabilité de la voiture en termes de maniabilité. En ayant plus, on risque de faire augmenter le coût de fabrication de la voiture à cause des frais supplémentaires, des roues supplémentaires, en plus les frais supplémentaires des pièces mécaniques qui vont permettre d'accueillir ces roues supplémentaires dans la voiture. Pareil pour les moteurs. Aujourd'hui, on a un seul moteur par voiture, parce que si on aurait plus, en fait, on risque de faire augmenter déjà les frais de consommation de carburant, d'une part. D'autre part, on aura des frais supplémentaires pour payer les moteurs supplémentaires, en plus les frais supplémentaires nécessaires pour l'ingénierie supplémentaire qui va permettre d'introduire les moteurs dans la structure mécanique de la voiture. Donc, toutes ces idées que je viens de présenter en fait, représentent une sorte d'over-engineering parce qu'elles ne permettent pas en fait, d'améliorer la qualité d'une voiture ou elles ne permettent pas de répondre à un besoin de client, mais surtout, elles causent l'augmentation des frais de fabrication d'une voiture à un point que le prix d'une voiture risque d'être hors portée de la plupart des consommateurs sur le marché.
Maintenant, il est simple d'identifier l'overengineering pour le cas d'une voiture, parce que les causes et les effets sont facilement mesurables. Donc on sait très bien combien ça coûte les composants mécaniques, que ce soit d'un point de vue pièce ou main-d'œuvre. Par contre, il est plus compliqué en fait, de découvrir ou de voir l'overengineering dans le cas de développement logiciel. Donc, je vais prendre un exemple simple, un exemple Hello World. C'est un code qui permet d'afficher simplement un message sur l'écran. Et je pense que les développeurs qui sont présents ici ils savent très bien que pour afficher un message, peu importe le langage de programmation, il suffit d'écrire une seule ligne de code. Print quelque chose. Ici, le développeur il a écrit entre 30 et 40 lignes de code pour afficher un message. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a créé une nouvelle classe MessagePrinter qui va être réutilisée partout dans l'application pour afficher le message. Donc dans cette classe, il a créé une fonction qui s'appelle formatMessage, qui va formater le message qui va être affiché en rajoutant un emoji au début et à la fin de la phrase. Une deuxième méthode qui s'appelle displayMessage, qui permet d'afficher le message dans un autre thread séparé, avec un décalage d'1 seconde. Je ne sais pas pourquoi le développeur il a fait ça, mais je vous assure que c'est un cas réel que j'ai vraiment vu pendant ma vie professionnelle. Et je pense qu'on a tous subi ce genre de code en arrivant dans une nouvelle boîte ou en commençant à travailler sur un nouveau projet qui est déjà existant. Et peut-être aussi qu'on l'a fait subir aux autres. On ne sait jamais. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est à quel moment on peut dire qu'un développeur il a bien fait son boulot, il a produit un code de qualité, et à quel moment on peut dire que le développeur a franchi la limite de l'overengineering? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord comprendre la notion de qualité logicielle. En cherchant sur Internet, j'ai trouvé plein de définitions, parfois des définitions très différentes. Sur Wikipédia, par exemple, ils disent que la qualité logicielle, c'est la capacité du produit ou du logiciel à correspondre à ses exigences fonctionnelles et aux exigences non fonctionnelles. Donc, les exigences fonctionnelles, c'est les caractéristiques fonctionnelles du produit. Donc, qu'est-ce que le logiciel sait faire, sa raison d'être d'un point de vue produit et fonctionnel. Par contre, les exigences non fonctionnelles, c'est plutôt les caractéristiques générales qui définissent un système, et on peut les appeler aussi attributs de qualité, qui sont la maintenabilité, la disponibilité, les performances, la scalabilité, la sécurité, etc. Alors, pour moi, en fait, j'aime pas trop cette définition, parce que tout simplement, elle présente la qualité logicielle comme un rétroviseur. Or, dans la vraie vie, on ne peut jamais définir les exigences non fonctionnelles dès le départ d'un projet. Et même si on arrive à les deviner, en fait, les paramètres externes ils risquent de changer tout le temps, donc c'est plus compliqué. Donc, pour bien vous expliquer ce point, je vais vous donner un exemple concret. Imaginons qu'aujourd'hui, on va développer un logiciel qui va être utilisé par des millions d'utilisateurs. Donc, on va prendre en considération ce facteur, le fait que le logiciel doit être utilisé par des millions d'utilisateurs, et on va l'appliquer sur toutes les exigences non fonctionnelles du logiciel, dès le départ. Donc, on va l'appliquer sur la scalabilité, la disponibilité, les performances, la sécurité, etc. Et si on n'aurait jamais ces millions d'utilisateurs, on va se retrouver avec un logiciel certainement robuste, mais surconçu, parce qu'il nous a pris beaucoup plus de temps que pour le mettre en place et beaucoup plus d'argent nécessaire pour le développer. Et peut-être, ça peut être l'une des raisons de l'impopularité du logiciel, parce qu'entre-temps, peut-être on a des concurrents qui ont créé peut-être un logiciel moins robuste que le nôtre, mais il est un logiciel qui répond mieux aux besoins des clients. Donc, de l'autre côté, si on crée un logiciel non robuste, cette fois, on risque d'avoir plein d'incidents de prod. Du coup, on risque de perdre des clients et du coup de l'argent. Donc, comme vous le voyez, la qualité logicielle est très importante, mais malheureusement, elle n'a pas un coût négligeable. Donc, il faut toujours savoir faire l'équilibre entre les deux. Pour cela, on a des méthodologies agiles telles que le triangle QCD. Donc, le triangle QCD, c'est une méthodologie agile qui permet de planifier et de gérer un projet de la manière la plus efficace possible en gardant en équilibre 3 facteurs. Donc, la qualité, le coût et la rapidité de livraison, on peut dire délai pour le D. Donc, avec le triangle QCD, ils disent que si on garde en équilibre que la qualité et le coût, on va finir avec une livraison très lente, donc c'est pas bon, donc, parce que le time to market devient lent, etc.
Sinon, si on garde en équilibre la qualité et la rapidité seulement, on va finir avec un produit très coûteux, et ce n'est pas le but. Et finalement, si on ignore carrément la qualité et on garde en équilibre le coût et la rapidité de livraison seulement, on va finir avec un logiciel de mauvaise qualité. Donc pareil, on va perdre des clients et du coup de l'argent. Donc le triangle QCD, c'est une ancienne méthodologie qui est apparue pendant les années, je pense, 90 ou même avant. Aujourd'hui, en fait, de nos jours, on a des pratiques beaucoup plus modernes pour faire cela, telles que les métriques DORA. Donc DORA pour dire DevOps Research and Assessment. DORA, tout simplement, c'est une start-up qui a été fondée par un groupe de DevOps. C'est le même groupe qui a écrit le fameux livre Accelerate, je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Donc, DORA, elle a été créée dans le but de mieux analyser ou de mieux utiliser les recherches de ce groupe de DevOps dans le domaine de DevOps, bien sûr, pour mieux comprendre et analyser en fait les bonnes pratiques et les procédures nécessaires à une équipe pour améliorer ses performances, que ce soit dans le développement ou dans la livraison logicielle. Pour info, DORA a été racheté par Google Cloud en 2018, c'est très important. Donc, avec DORA, il suffit de garder en équilibre cette fois deux facteurs. Donc, la fiabilité, ou la qualité logicielle si on veut faire une projection sur le triangle QCD. Et le deuxième facteur, c'est le rendement de l'équipe ou la rapidité de livraison. Donc, comme vous le voyez ici, en fait, la notion de coût n'est pas explicite comme avec le triangle QCD, parce que tout simplement, avec DORA, ils disent que la notion du coût, en fait, elle est déjà intégrée dans cet équilibre entre la fiabilité et le rendement. Comment? Parce que lorsqu'on a un produit de qualité, donc on va sûrement diminuer le nombre d'incidents en prod, donc on va sûrement gagner de l'argent et avoir une livraison plus rapide. De l'autre côté, lorsqu'on a une livraison rapide, donc on va livrer de la valeur ajoutée beaucoup plus rapidement, donc on va gagner plus d'argent, et au final, on va avoir un produit de qualité. Maintenant, ce qui est intéressant avec DORA, par rapport au triangle QCD, c'est qu'avec DORA, elle fournit en fait un framework de mesure qui va permettre de mesurer cet équilibre. Et du coup, ça va permettre de mesurer la performance dans une équipe. Parce que comme vous le savez, si on n'arrive pas à mesurer quelque chose, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas le contrôler. Donc avec DORA, on a 4 métriques. 2 métriques de qualité et 2 métriques de rapidité. Donc on commence par les métriques de rapidité. Première métrique, c'est la fréquence de déploiement. C'est tout simplement le nombre de déploiements réalisés dans une équipe dans une période T. Deuxième métrique, c'est les délais d'exécution de changement, ou le lead time. Donc là, c'est le temps pris par une équipe pour mettre en prod un changement sur le produit. Deuxième métrique, cette fois, c'est une métrique de qualité. Le délai moyen de rétablissement, ou le MTTR, Mean Time to Recovery. C'est le temps pris par une équipe pour mettre en prod le correctif d'un incident, tout simplement. Quatrième métrique, c'est une métrique aussi de qualité, c'est le taux d'échec de changement. C'est le nombre en fait, de déploiements qui ont causé un incident en prod. Donc, généralement, il est calculé par la division du nombre d'incidents par le nombre de déploiements réalisés dans une période T. Et c'est une mesure très importante, ou c'est une métrique très importante, qui peut montrer que lorsqu'on met en fait, des délais très serrés dans une équipe pour faire des changements sur un produit, on risque d'avoir des incidents et des problèmes inévitables. Maintenant, selon le State of DevOps, c'est un rapport publié par l'équipe Google Cloud chaque année, qui va regrouper le retour d'expérience sur les pratiques DORA, en fait. Donc, selon le State of DevOps, ils disent que les entreprises qui ont réussi à avoir de meilleurs scores sur les 4 métriques DORA, ou les high performers, ils les appellent comme ça, ils ont réussi de passer plus de 44% de leur temps à créer de nouvelles features. Donc, ils ont utilisé leur temps d'une manière plus optimale que d'autres boîtes pour créer de la valeur ajoutée. Maintenant, comment une équipe ou une entreprise peut améliorer ses performances ou ses mesures ou ses scores sur les métriques DORA? Donc, pour répondre à cette question, je reviens sur le livre Accelerate, qui a été écrit par les fondateurs de DORA.
En fait, dans ce livre, ils disent que pour améliorer les scores sur les métriques DORA, il faut améliorer en fait, le score sur les 24 capabilities regroupées sur Accelerate. Donc, ils disent qu'il y a une corrélation entre les capabilities et les métriques DORA. Donc, lorsqu'on améliore les scores sur les capabilities Accelerate, on améliore forcément les scores de l'entreprise sur les métriques DORA, et du coup, on améliore les performances de l'équipe dans le développement et la livraison logicielle. Donc, sur Accelerate, en fait, dans le livre, en fait, ils disent qu'il y a 4 types ou 4 catégories de capabilities Accelerate. Première catégorie, c'est les capabilities techniques. Il s'agit de tout ce qui est intégration continue et déploiement continu, donc la CI/CD, et tout ce qui est automatisation de process. Deuxième catégorie, c'est les capabilities de monitoring et d'observabilité. Cette fois, il s'agit de la création de tableaux de bord de suivi en temps réel et la création des métriques de performance. Troisième catégorie, c'est les capabilities de process. Là, il s'agit de la gestion agile du travail, ou en plus de management visuel, etc. Et finalement, les capabilities culturelles. Là, il s'agit de la mise en place de la culture de partage, d'apprentissage, de communication dans les équipes. Donc, dans le livre, en fait, il explique les différentes relations entre les différentes catégories, ainsi la corrélation entre les capabilities. Aujourd'hui, on n'a pas le temps pour rentrer en détail là-dessus, mais je vous invite à voir le livre Accelerate ou bien de voir la conférence de Geoffrey Graveau pendant les Devoxx 2023, qui est une conférence très intéressante qui explique très bien en fait, la corrélation et la relation entre différentes capabilities Accelerate. Donc, je vous ai mis le lien sur YouTube pour ceux qui sont intéressés. Et maintenant, vu que la notion de qualité logicielle est plus claire pour nous, je vais revenir sur ma question initiale. À quel moment on peut dire que le développeur a franchi la limite de l'over-engineering? Là, je vais vous donner des exemples dans le code concrètement, en fait, et on va réfléchir ensemble pour répondre à cette question. Je reprends le code de tout à l'heure, le code qui permet d'afficher en fait, un message sur l'écran, un message Hello World. Tout à l'heure, le développeur, il a déclaré un type de message de type de chaîne de caractères, donc de chaîne de caractères. Par contre, cette fois, la seule différence, c'est que le développeur n'a pas déclaré un type pour le message dès le départ. Il a déclaré un type de message de type générique T. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette classe elle est censée être utilisée dans toute l'application pour afficher n'importe quel type de message. En fait, peu importe donc le message peut être de type chaîne de caractères, entier, booléen, etc. Jusqu'à maintenant, la logique du développeur, elle est cohérente, il n'y a pas de souci. Sauf que les développeurs, ici, ils savent très bien que les types génériques ne sont pas très intuitifs. Donc, avec cette logique simple, ça passe. Par contre, si je remplace ce code avec une logique métier beaucoup plus complexe, et si le développeur commence à utiliser une première variable de type générique, une deuxième, etc., on va finir avec un code illisible et très compliqué à maintenir. Donc, le type générique, c'est un outil très puissant. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de l'utiliser, mais il faut l'utiliser lorsqu'on en a vraiment besoin. Par exemple, ici, dans ce cas, le développeur n'avait pas besoin de faire ça, en fait, parce que dans n'importe quel type de langage, on a toujours des fonctions natives qui permettent d'afficher un message. En fait. Par exemple, sur Swift, pour les messages de type primitif, on a print, et pour les messages de type référence, on a dump, tout simplement. Deuxième exemple, c'est la sauvegarde inutile des données dans la base de données. Là, il s'agit plutôt de tout ce qui est tâches de configuration et de migration de bases de données entre les environnements, qui sont des tâches vraiment très sensibles et très risquées. Donc, pour diminuer ce risque, les développeurs ils ont toujours tendance à stocker le maximum d'informations au cas où. Donc, je vais donner un exemple d'un site e-commerce type Amazon, par exemple, qui a une base de données avec 3 tables pour simplifier. Une table customer, une table commande et une table produit. Donc, le jour où on aura besoin d'afficher les coordonnées
du fournisseur du produit, ben, on aura besoin de rajouter une quatrième table fournisseur ou supplier qui va contenir toutes les informations du fournisseur. Donc le nom du fournisseur, l'adresse du fournisseur, le numéro de téléphone, son email. Mais aussi, elle va contenir des informations qui ne vont jamais être utilisées par notre système, telles que le nom du fondateur ou l'owner de la boîte et la date de création de l'entreprise. Donc ces deux informations ne vont jamais être affichées sur notre site, donc ça ne sert à rien du tout à les stocker. Pourquoi? Parce que d'une part, en fait, on risque de perdre de l'espace de stockage déjà, et d'autre part, ce genre d'informations risque de ralentir, de complexifier en fait, la tâche de migration de bases de données dans le futur. Troisième exemple, c'est l'application inutile des concepts de qualité. Donc, dans le domaine de développement logiciel, on a pas mal de bonnes pratiques et de concepts qui permettent d'améliorer la qualité de code, tels que les principes solides, l'encapsulation, les design patterns, etc. Donc, je vais vous donner un exemple de deux classes, une classe customer et une classe vendor, qui ont presque un code identique. Donc, pour les deux classes, ils ont un identifiant, une adresse physique, un montant de bill rate ou taux de TVA. Ils ont une méthode qui permet de modifier l'adresse, de modifier une autre méthode qui permet de modifier le bill rate ou le taux de TVA, pareil pour le vendor. Et ils ont un constructeur identique. La seule différence entre customer et vendor, c'est que c'est la ligne 14. Donc pour les customers, on a une liste de bons de commande ou invoice. Par contre, pour les vendors, on a une liste de factures ou bill. Pareil, dans customer, on a une méthode qui permet de rajouter un bon de commande dans la liste de bons de commande. Et pour les vendors, on a une méthode qui permet de rajouter une facture dans la liste des factures. C'est la seule différence. Donc ici, un bon développeur, je dis bien un bon développeur, il va avoir le réflexe de dire bah, on a un code dupliqué. Vaut mieux créer une implémentation partagée entre customer et vendor. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une nouvelle classe company, une classe mère. Et dans cette classe, il va mettre tout le code en commun entre customer et vendor. Après, il va réutiliser la classe mère, la classe company, dans customer et vendor. Donc customer, il va hériter le code de company et vendor aussi, il va hériter tout le code en commun. Après, dans les deux classes, il va mettre le code spécifique de customer et le code spécifique de vendor. Donc dans customer, il va mettre la liste des bons de commande avec la méthode qui permet de le modifier. Et pour vendor, il va mettre la liste des factures avec la méthode qui permet de rajouter une facture dans la liste. Jusqu'à maintenant, tout va bien, le développeur il a bien fait ce boulot, il a même appliqué une bonne pratique qui s'appelle DRY, le Don't Repeat Yourself. Donc en théorie, DRY c'est simple, hein, pour rappel, c'est le fait de centraliser les connaissances et la logique métier en fait partagée entre les différents composants de code dans une implémentation partagée. Pourquoi on fait ça? Parce que le jour où on aura besoin de modifier cette logique métier, en fait, on n'a pas à aller la chercher partout dans le code et la modifier pour éviter tout ce qui est oubli, régression, etc. Donc jusqu'à maintenant, tout va bien, jusqu'au jour où le PO du développeur va lui demander de changer la manière comment on calcule le bill rate pour les customers, par exemple. Parce que peut-être dans un autre pays, en fait, les clients ne payent pas le même taux de TVA que les vendors. C'est un exemple, peut-être j'ai dit n'importe quoi. Là, le développeur, il va voir que ce n'était pas prévu comme ça. Pour lui, en fait, le bill rate ou le taux de TVA, il est calculé de la même façon entre le customer et le vendor. Et il va se rendre compte qu'au final, cette petite modification qui est censée être simple, elle va lui coûter un petit peu plus cher que prévu parce qu'il doit faire un refacto sur la classe mère et appliquer ce refacto sur le customer et vendor. Donc, d'après vous, quelle est l'erreur commise par le développeur ici? Qu'est-ce qu'il a mal fait, le développeur? Bon, tout simplement, le développeur, il n'a pas appliqué le DRY. Ou pour être gentil, il a mal appliqué le DRY. Tout à l'heure, lorsque je vous ai rappelé la définition de DRY, le DRY, il s'agit, en fait, avec DRY, il s'agit de faire la centralisation des connaissances et de la logique métier commune, pas le code en commun. Donc le DRY doit être toujours orienté business. Ici, le développeur, il a fait quoi? Il a vu que le code, il est pareil entre deux. En fait, il a le même code entre customer et vendor. Donc, il a considéré que c'est la même logique métier entre les deux. Il n'a même pas posé peut-être la question à son PO, en fait.
Du coup, ici, je ne vous dis pas qu'à chaque fois qu'on applique le dry, on doit poser la question à notre PO, mais le dry en fait, c'est un outil très important pour garder une certaine cohérence dans le code. Par contre, lorsqu'il n'est pas orienté business, en fait, il risque de créer pas mal de couplages et de dépendances inutiles dans le code. Donc ici, le développeur, au lieu de créer une grande logique métier commune à toutes les actions, il suffit en fait de créer une logique métier en fait, commune et partagée entre les composants, tels que par exemple les code helpers et les utility codes, et garder une logique spécifique pour chaque action. Tout simplement. Donc, tout ce que je viens de dire pour le dry code s'applique aussi de la même façon pour les bases de données, les plans de test, les pipelines, l'infra et la documentation. Et je dirais surtout la documentation parce que si on n'a pas une documentation dry, on risque d'avoir plein de confusions qui vont mener en fait, à des mauvaises implémentations par la suite. Maintenant, quelles sont les vraies raisons de l'over-engineering? À part le fait que les développeurs adorent appliquer les grands concepts de qualité, les bonnes pratiques, etc., quelles sont les raisons profondes et non techniques de l'over-engineering? Tout d'abord, c'est le manque d'objectifs clairs. Parce que c'est le rôle du PM en fait, de définir des objectifs clairs à son équipe. Sinon, si les développeurs ne savent pas où va le produit, ils ne trouveront jamais les moyens nécessaires pour y arriver. Deuxièmement, c'est la mauvaise priorisation du backlog. Pareil, si le PM ne sait pas en fait, quelles sont les features qui sont les plus adéquates aux besoins de ses clients, les développeurs ne vont pas être capables de définir quelles sont les tâches et les demandes qui méritent plus d'attention que les autres. Troisièmement, c'est la mauvaise communication. Donc, il faut définir des objectifs et des priorités claires, mais aussi il faut les bien communiquer à tous les membres de l'équipe. C'est très important. Quatrièmement, les vagues échéances, en fait, parce qu'il ne faut jamais en fait, donner plus de temps nécessaire à votre équipe pour développer une feature, sinon les développeurs ils vont trouver du temps nécessaire pour faire de l'over-engineering. Pareil, de l'autre côté, il ne faut pas non plus mettre en place des délais très serrés, parce que pareil, les développeurs risquent de chercher des hacks qui ne seront pas durables dans le temps. Donc l'over-engineering ne concerne pas que la tech. Malheureusement, on peut trouver de l'over-engineering dans les organigrammes et l'organisation des équipes et des organisations. Je prends l'exemple d'une startup qui a imité directement en fait, une organisation d'une grande entreprise et s'est trouvée au final avec une organisation très complexe, donc avec plusieurs niveaux hiérarchiques, etc. Ce genre d'organisation, malheureusement, défavorise en fait l'agilité et tue aussi l'innovation et l'esprit de prise d'initiative. Parce que dans ce genre d'organisation, un individu, s'il a une bonne qualité à appliquer dans son équipe ou sur son projet, il doit valider avec X, X il doit remonter à Y, Y doit valider avec Z, bref, c'est compliqué. Au lieu de prendre ce genre d'organisation, il faut plutôt mettre en place une organisation plate, avec moins de niveaux hiérarchiques. Ce genre d'organisation favorise l'agilité, la culture de responsabilité et d'appropriation. Pareil, l'over-engineering, on peut le trouver aussi dans les process. Je reprends le même exemple d'une startup qui a adopté dès le départ des méthodologies lourdes telles que Scrum et Safe, qui sont deux méthodologies excessives pour une équipe de petite taille. Donc, au lieu de choisir Safe et Scrum, il suffit de mettre en place, par exemple, Kanban et Lean, qui sont deux méthodologies très simples et adaptatives et qui permettent à l'équipe de pivoter au cas de besoin. Et voilà, donc le fait de faire de l'over-engineering dans une boîte n'a pas il a pas mal de conséquences. Donc, lorsqu'une entreprise fait de l'over-engineering, elle va avoir des cycles de développement plus lents que d'habitude. Donc, lorsque je dis cycle de développement, c'est le temps pris par les développeurs pour écrire le code, mais aussi le temps pris par les QA pour tester le code, qui vont impacter directement le time to market qui va être beaucoup plus intéressant. Donc, lorsqu'on a des cycles de développement plus lents, on a forcément des coûts de développement beaucoup plus importants,
pareil pour les tests, on aura des cycles de tests plus importants et des coûts d'infra aussi beaucoup plus importants. Et comme on a vu tout à l'heure, l'over-engineering ne permet pas forcément à améliorer la qualité de code, parce qu'on risque de se retrouver à la fin avec un code très compliqué à maintenir et à faire évoluer à cause de la dette technique. Et finalement, la conséquence extrême de l'over-engineering, c'est le fait que l'entreprise devient incapable d'atteindre son product market fit. Le product market fit, c'est un indicateur qui permet de mesurer la capacité du produit à correspondre aux besoins de ses clients. Et c'est un indicateur très important pour calculer le taux de satisfaction des clients. Donc maintenant, pour conclure, je vais résumer un petit peu les différents tips à prendre pour éviter l'over-engineering. Donc d'un point de vue organisation et produit, la première chose à faire, c'est déjà de spécifier des objectifs et des priorités sur le backlog clair et les bien communiquer à toute l'équipe. Deuxièmement, c'est de définir des délais réalistes, pas de vagues échéances ni de délais serrés. Troisièmement, c'est mettre en place une organisation simple et efficace qui favorise l'agilité et l'esprit et la culture de prise de décision. Quatrièmement, c'est l'utilisation d'un framework de mesure de performance, tel qu'on a vu tout à l'heure Dora ou bien Space. Il y en a d'autres, hein. J'ai pris juste les deux frameworks utilisés par l'équipe Google Cloud. Maintenant, côté développeur, côté technique, la première chose à faire côté développeur, c'est qu'il faut arrêter d'être dogmatique. Donc il faut toujours se mettre en question et avant de mettre en place une bonne pratique ou choisir une architecture ou de décider de faire un refacto, il faut toujours lister les avantages et les inconvénients, il faut toujours se mettre en question et avoir du recul. Deuxièmement, le plus important, c'est le YAGNI. You aren't gonna need it. Ça veut dire, ici, en fait, il faut arrêter de gérer l'imprévu et de prédire en fait l'avenir, parce que l'avenir n'est pas encore là. Il faut se focaliser plutôt sur les besoins immédiats au lieu de se focaliser sur les besoins qu'on n'en aura pas besoin peut-être dans le futur. Et troisièmement, finalement, c'est le KISS, Keep it simple and stupid. Le mot-clé, c'est la simplicité, et beaucoup de qualité ou trop de qualité tue la qualité. Voilà, donc pour les références de ce talk, en fait, je vous ai déjà parlé d'Accelerate. Donc on a le deuxième livre, en fait, il est très intéressant pour les développeurs, le Pragmatic Programmer, je vous conseille de le lire, c'est un livre très intéressant qui analyse les bonnes pratiques, les cas d'utilisation avec d'exemples de code concrets. Et je vous ai mis quelques références de sites internet qui parlent de l'over-engineering aussi, ce sont intéressants. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.